Nous sommes le 21 mai 2008 à Moscou et John Terry est au bout du pied de l'avenir de cette finale de Ligue des Champions, entre Chelsea et Manchester United. Quelques mètres, quelques secondes, c'est tout ce qui le sépare de son plus grand rêve, remporter la plus grande compétition européenne pour son club de toujours. Mais il peut aussi briser les rêves d'un homme, qui est ce soir-là face à son destin. Un destin a commencé il y a 23 ans, bien loin de Moscou, et qui doit l'amener au sommet du football mondial, et conclure une des quêtes les plus importantes pour un footballeur pro. Car en ce 21 mai 2008, cet homme joue pour remporter le plus prestigieux des trophées individuels, celui qu'il s'est promis de remporter en quittant son île natale il y a 11 ans, celui qui l'amènera directement à la postérité du football mondial et viendra récompenser des années de sacrifice. Cette vidéo, elle va avoir pour but de retracer la vie et la carrière de Cristiano Ronaldo. Non pas sous la forme d'une succession de performances sportives amenant le joueur vers la réussite, mais plutôt essayer de s'intéresser à comment il en est arrivé à cette réussite. Car oui, il est assez facile de se concentrer sur le succès, surtout a posteriori quand on connaît déjà tout ce qu'il va remporter. Mais ce qui peut être encore plus intéressant, c'est vraiment le chemin vers cette réussite, les moyens, les échecs, les difficultés, les sacrifices et tout ce qu'il a pu apprendre en chemin. On commence donc sur une petite île en face du Maroc, à près de 1000 km du Portugal, loin, très loin de ce que l'on peut qualifier d'une route toute tracée vers le succès. Le jeune Cristiano est né dans une famille pauvre de Madère, et être pauvre à Madère, c'est vraiment être pauvre. Et donc pour s'en sortir, Cristiano va privilégier le football plutôt que les études. Dans ce type d'histoire, le soutien des parents est très important et Cristiano a la chance d'avoir une mère qui le soutient à 100% dans son projet. Et il commence donc véritablement le football en club à 7 ans, dans le club d'Andorinha, avant de vite rejoindre l'un des principaux clubs de l'île, le Nacional. C'est vraiment ici que la quête elle débute pour Cristiano Ronaldo. Dans un club à stature professionnelle, il a l'occasion de découvrir à quoi ressemble vraiment le football à plus haut niveau. Mais les événements principaux ne se déroulent pas forcément sur le terrain. La création de Cristiano telle qu'on le connaît, elle est indissociable de son environnement familial. Et tout d'abord de son père, qui s'il l'initie au football, et le suit de très près sur ses premières années, est avant tout en prise à des grosses difficultés personnelles, financières, mais surtout d'addiction à l'alcool. C'est un peu pour s'éloigner de tout ça que son parrain va le prendre sous son aile. Travaillant au National, il se substitue au quotidien au père, absent du jeune Ronaldo. La construction du mental de Cristiano tel qu'on le connaît aujourd'hui, il vient justement de ce manque, de ce père souvent absent et en proie à des vraies difficultés. Un des exemples de répercussions de ce traumatisme, c'est le manque de nutrition auquel fait face Ronaldo. Et oui, Ronaldo à l'époque, il est encore maigre, il est encore frêle. En fait, sa principale difficulté sur un terrain de football à cette époque-là, c'est vraiment son manque de force. Cristiano s'alimente peu, donc son corps manque cruellement d'énergie. La détermination qu'il va développer à cet âge, dans la pauvreté de l'île de Madère et la situation familiale trouble, c'est vraiment ça qui va être déterminant pour la suite de sa vie, et de sa carrière. Ronaldo, il le sait, s'il veut s'en sortir, il doit en faire plus, beaucoup plus que les autres. Alors il lâche petit à petit l'école et s'entraîne très dur. Il joue, ou plutôt travaille, 8 à 10 heures par jour sur son football. Et forcément, ça commence à payer. Très vite, Madère devient beaucoup trop petit pour un tel joueur. Et l'entourage du jeune portugais vont tout faire pour l'amener dans un centre de formation d'un tout autre acabit. Sauf qu'on n'est même pas encore à l'an 2000. Donc les matchs de U13 de la petite île de Madère à 1000 km de Lisbonne, ils sont pas encore streamés sur des sites peu recommandables. Donc sur le continent, personne n'a entendu parler d'un certain Cristiano Ronaldo. Et c'est là où le destin s'en mêle et que l'on voit qu'une vie, des fois ça se joue pas à grand chose. À l'époque, le National doit 25 000 € au Sporting Lisbonne, mais n'a pas les moyens de rembourser la dette dans les délais. Le président du club propose alors au Sporting d'effacer cette dette en leur cédant le jeune Ronaldo. C'est en envoyant des cassettes du joueur à la direction sportive du Sporting que le deal commence à prendre. Ronaldo est invité à passer une semaine d'essai dans le club, et vous vous en doutez, et je me permets quand même de le dire, il en faudra pas plus. Cristiano ne reviendra pas au National. Le destin de Ronaldo sur son île, c'est donc décidé à partir d'une dette, et d'une cassette. Comme quoi le destin répond présent quand il le faut. À 12 ans, Ronaldo arrive donc pour la première fois sur le continent, et l'adaptation est très difficile. Et oui, en fait, le Sporting n'a pas d'équipe dans sa catégorie d'âge. Il joue donc avec des joueurs qui ont minimum 2 ans de plus que lui, et à cet âge-là, ça fait une vraie différence. Et il a toujours son déficit physique, à cause de son manque de qualité, voire quantité de nutrition. En plus de ça, et à la manière de Messi quand il arrive au Barça, Ronaldo il connaît des vraies difficultés d'intégration. Madère, c'est pas Lisbonne. L'accent et les dialectes sont très différents, et assez vite, Cristiano a le mal du pays. Dans son propre pays, c'est paradoxal. Mais surtout, ce qui aurait pu lui coûter sa carrière était invisible. À 15 ans, le petit Cristiano se plaint souvent de douleurs à la poitrine, et après quelques examens médicaux, on découvre qu'il souffre d'un dysfonctionnement cardiaque qui lui provoque des tachycardies à répétition, c'est-à-dire des accélérations anormales du battement de son cœur. Il n'y a pas d'autre issue qu'une opération pour le Portugais s'il veut continuer à faire du football, mais surtout vivre sans crainte que son cœur lâche. Cristiano subit alors une opération d'urgence à cœur ouvert, les médecins feront un travail remarquable pour le soigner. Tout se passera pour le mieux, de l'opération à la convalescence, et Cristiano pourra à nouveau chausser les crampons, pour notre plus grand plaisir. Vous commencez à le comprendre, il ne baissera pas les bras aussi facilement. Bon, parlons un petit peu football. Ronaldo au Sporting, ça donne quoi?
Déjà, il joue comme attaquant de pointe ou en soutien de l'attaquant, et c'est surtout sa qualité technique qui impressionne. Ronaldo, c'est un condensé insolent de vitesse, de dribble et d'agilité couplé à un caractère très fort. Il peut tomber 3 fois au duel, il viendra quand même au 4ème. Et c'est vraiment ça qui fait sa différence chez les équipes de jeunes. Mais avant de basculer chez les pros, le coach de l'équipe première Laszlo Bologna lui trouve trop de défauts. Déjà, un déficit physique trop important. Cristiano tombe à chaque duel, il est pas très endurant, il sait pas sauter, mais surtout il a un déficit tactique qui fait tâche au haut niveau. Cristiano, il joue que lorsqu'il a la balle. Et lorsqu'il l'a, il joue tout seul. Alors ça marche, et plutôt très bien, tant il est supérieur balle au pied. Mais chez les pros, ça sera pas suffisant. Alors il se remet au travail. Mais ce qui va encore faire basculer sa carrière se déroule en dehors du terrain. C'est en effet le moment choisi par un jeune agent d'enrôler Cristiano. Ce mec de l'ombre, c'est Jorge Mendes. Et il va faire basculer la carrière du jeune Ronaldo. Dès leur rencontre, Mendes promet à Cristiano et à sa mère qu'il obtiendra une signature dans un gros club, assortie d'une grosse prime à la signature. Il débute à peine en pro, et déjà on négocie son transfert. Le premier match de Ronaldo donne déjà le ton. On est le 29 septembre 2002, et le football ne sera plus jamais le même. Dès son premier match, Cristiano marque déjà un doublé, le premier d'une très longue série. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. D'abord, il doit confirmer. La première saison de Ronaldo, elle oscille entre des entrées et des titularisations. C'est très prometteur. A l'époque, un jeune joueur de 17 ans qui enchaîne les matchs avec le gros pot, c'est très inhabituel. On n'est pas encore à l'époque des Mbappé, Bellingham et Yamal. Une saison, c'est tout ce qu'il aura fallu pour qu'un gamin de 17 ans affole la planète football. Après seulement quelques matchs, les grands clubs européens sont conquis, et c'est Jorge Mendes qui se frotte les mains. Il a trouvé sa poule aux œufs d'or. Les offres affluent pour le jeune Cristiano. 8 millions de la part de Liverpool, 9 millions de la part de Valence, 8 millions de la part de Parme, mais surtout des offres d'Arsenal et de Manchester United. Contrairement à ce que l'on peut lire sur Twitter, ce n'est pas ce fameux match amical de l'été 2003 qui a convaincu United de s'offrir Ronaldo. En fait, l'existence même de ce match, c'est un peu pour Ronaldo. Un accord entre les deux clubs était déjà tout proche d'être signé, et ce deal prévoyait que Cristiano passe l'année en prêt au Sporting. Un vrai avantage pour le club lisboète qui garde son joyau tout en étant garanti de recevoir une belle somme. Et ce fameux match, c'est juste la conclusion d'une excellente relation entre les deux clubs qui avaient déjà signé un partenariat quelques années plus tôt. Bon, c'est vrai, ce match change quand même pas mal de choses. Parce que face à son futur employeur, Cristiano décide d'illuminer le stade. Et dès la fin du match, c'est décidé pour Sir Alex Ferguson. Ronaldo sera un joueur de United dès cet été 2003. Pour l'époque, ce transfert est assez fou, mais 18 millions d'euros pour un jeune de 18 ans qui n'a marqué que 3 buts en pro et qui joue au Portugal, c'est une énorme prise de risque. Surtout que le Ronaldo de l'époque, c'est pas du tout l'archétype de joueur qui réussit en PL. Il est encore très frêle physiquement et tactiquement très brouillon, mais Ferguson a vu quelque chose en lui, et quand Sir Alex a une intuition, il est préférable de la suivre. Ferguson a tellement confiance en Cristiano qu'il lui force la main pour prendre le numéro 7, un numéro légendaire chez les Red Devils. Et maintenant, c'est au jeune Portugais de lui rendre l'appareil. Petit spoiler, mais il faudra pas attendre très longtemps pour qu'il montre toutes ses forces et ses faiblesses sur le terrain. I've been trying to fight the demons in my mind. I'll prevail with every battle if I'm right. Guess my aim was off, the target's out of sight. Would I be better if I left it all behind? 'Cause we could find a way, we could find a way. Find another place where we can. Dès son premier match, il fait le show et gagne un penalty. Mais ce qui marque tout de suite, c'est son aisance technique et son déficit physique. En fait, Cristiano avait tous les attributs du jeune crack en confiance, mais aussi tous les défauts du jeune crack en confiance. Il est très supérieur à la moyenne, et il le sait, sauf qu'il en abuse, et passe plus de temps à faire des dribbles mal choisis qu'à jouer avec ses coéquipiers. Et par manque physique, il commence à plonger. Beaucoup plonger. Une réputation qui va vraiment lui coller à la peau. La première saison de Cristiano, c'est celle de l'apprentissage. Il se développe petit à petit, exaspère parfois, brille souvent, mais surtout apprend. En fin de saison, il a l'opportunité de décrocher son premier trophée, le premier d'une longue collection, et il laissera pas passer sa chance avec un des meilleurs matchs de la saison. Premier trophée pour Ronaldo qui vient conclure une saison plutôt moyenne pour United avec seulement une 3ème place en championnat et une sortie précoce en Ligue des Champions. Mais pas le temps de tergiverser.
parce qu'un des plus grands événements de sa jeune carrière pointe le bout de son nez. L'Euro 2004 à la maison. Parce que oui, je n'ai pas encore parlé, mais il a effectué ses débuts en sélection à l'été 2003 à tout juste 18 ans. Toujours très en avance sur Cristiano. Mais l'aventure commence très mal. Il offre un penalty pour le 2-0 dès son entrée en jeu contre la Grèce, et même s'il se rachète en réduisant la marque en fin de match, ça reste une défaite pour les Portugais. Il prend une place de titulaire à partir du 3e match de poule contre l'Espagne, une place qu'il lâchera pas pendant 20 ans. Sa meilleure performance de l'Euro, c'est vraiment la demi-finale contre les Pays-Bas. À 19 ans, il porte son équipe dans le match le plus important de leur histoire. Le match qui peut les envoyer en finale d'une grande compétition pour la première fois. Cristiano ne tremble pas du haut de ses 19 ans. Un but, une passe D, et il offre à son pays la place en finale. Leur finale, à la maison, contre la Grèce. En somme, un titre à fêter dans les rues de Lisbonne. Pas tout à fait en fait. Bon ok, cet été c'est pas tout à fait terminé comme prévu. Mais l'important est ailleurs. Si les larmes sont encore chaudes sur son visage, le public le sait. Le futur du football portugais, le futur du football mondial, c'est lui. Alors Ronaldo profite de l'été pour travailler sur son physique et revient à Manchester avec un bagage musculaire en nette progression. Après avoir brillé à l'Euro, les attentes autour de lui sont encore plus grandes. Mais il y a un sujet dont j'ai pas encore parlé et qui va pourtant coller à la peau de CR7 toute sa carrière. Les stats. Et oui, Ronaldo dans notre imaginaire c'est avant tout des buts. Mais en fait c'est logique que j'en parle pas. Parce qu'à l'époque, Ronaldo joue comme milieu droit. Même pas vraiment ailier et très loin du but. D'ailleurs, on n'attend pas de lui qu'il marque tant que ça. On est encore sur la fin de l'âge d'or du 4-4-2 où les milieux excentrés doivent tenir leur couloir, dribbler si possible et beaucoup centrer. Donc les progrès qu'on va attendre de Ronaldo sur cette saison, c'est pas vraiment les buts. C'est surtout son impact dans les matchs. Ce que va demander Sir Alex à Ronaldo, c'est surtout plus de constance, moins d'intermittence du spectacle, parce que Ronaldo c'est un bon match, puis un mauvais, puis un excellent, puis un médiocre. Et même à l'intérieur d'un match, c'est pas tout à fait ça. Bref, il est inconstant. La saison 2004-2005, c'est vraiment la continuité de la précédente dans le jeu, mais avec une nette progression physique. Ronaldo tient bien mieux au duel, il court encore plus vite, et surtout il devient très endurant. Et grâce à ça, Ronaldo va beaucoup plus jouer. Il passe de 2300 minutes en 2003-2004 à près de 3700 en 2004-2005. En fait, cette saison, c'est celle où il passe d'un jeune homme à un homme, sauf qu'il a encore que 20 ans. Collectivement par contre, c'est une saison beaucoup plus contrastée pour United, qui passe pas le cap des 8ème de finale de Ligue des Champions, finit à la 3ème place en Premier League et perd en finale de FA Cup. Mais en cette année 2005, c'est malheureusement pas sur le terrain que Cristiano laisse vaguer son esprit. En septembre, son père décède d'une tumeur du foie due à une consommation d'alcool très forte pendant des années. C'est LE moment marquant de la vie de Cristiano, qui doit prendre en main sa famille et devenir très rapidement un homme. À seulement 20 ans, le constat est difficile. Dans cette mission, il a quand même réussi à sauver son frère Hugo qui suivait les pas de son père. Un jeune homme est forcément marqué par une nouvelle tragique, et ça se voit. Ronaldo va avoir un comportement anormal et inapproprié les semaines et mois qui suivent. Bon, on peut repartir sur un peu de football. La saison 2005-2006 démarre et c'est la saison de l'éclosion. Si tout n'est pas encore parfait, un changement va permettre à Ronaldo de faire un grand saut. Ferguson va commencer à l'aligner plus souvent sur l'aile gauche et l'autoriser à rentrer dans l'axe pour frapper. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Aujourd'hui, ça paraît banal. Mais à l'époque, les ailiers faux pieds qui jouent surtout le but plutôt que le centre, ça existe quasiment pas. Et donc cette saison 2006, c'est le début du festival en fait. Individuellement, les progrès sont énormes. Il va quasiment doubler son nombre de buts en PL par rapport aux saisons précédentes. Il tire de mieux en mieux les coups francs et se met en véritable leader de l'attaque mancunienne. Bon, collectivement, c'est toujours compliqué pour United qui échoue en poule de Ligue des Champions et sur le podium du championnat. Mais l'essentiel, et Sir Alex le sait, c'est qu'il a le meilleur joueur du monde sous les yeux et que ça va finir par payer. Mais d'abord, Ronaldo s'envole pour l'Allemagne pour y disputer sa première Coupe du Monde où le Portugal s'avance en gros outsider avec une équipe incroyable autour de Figo, Deco, Paoletta et Ronaldo. Ça fait rêver. Pour ses débuts en Coupe du Monde, il marque contre l'Iran. Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est vraiment le quart de finale contre l'Angleterre. Si je devais donner un match comme tournant de la carrière de Ronaldo, ça serait celui-ci. Bon, le match en lui-même, c'est pas un grand spectacle. Mais un fait de jeu va marquer un tournant dans la carrière de Ronaldo. On joue la 60e minute et son coéquipier en club, Wayne Rooney, va marcher sur Carvalho. 3 minutes plus tard, le taureau Wayne Rooney tente de se frayer un passage entre deux défenseurs accrochés, déséquilibrés. Rooney use de sa fougue et de sa puissance à l'excès. Ricardo Carvalho goûte le caractère sulfureux de l'attaquant anglais. Coup de sang terrible ou maladresse fatale, celui que l'on attendait comme le sauveur porte le malheur de toute une nation sur ses épaules. Monsieur Elizondo sortira le carton rouge à l'encontre de Wayne Rooney. L'Angleterre perd un homme et ses espoirs peut-être. Le clin d'œil de Cristiano Ronaldo prémisse. Ronaldo se précipite sur l'arbitre pour demander l'expulsion de Rooney. Et on peut le voir à la réaction de l'anglais, il est choqué que son coéquipier depuis 2 ans se jette sur l'arbitre. Rooney va logiquement prendre un rouge pour son mauvais geste, mais le geste du match c'est celui-ci. Ce clin d'œil de Ronaldo à son banc va faire jaser la presse anglaise, qui on le sait est pas vraiment tendre. Ce clin d'œil va être vécu comme une trahison, et Ronaldo pendu en place publique par les tabloïds. Parce qu'en plus le Portugal gagnera le match au penalty. Il leur faut donc un bouc émissaire et il est tout trouvé.
Ronaldo va se défendre en prétextant qu'il s'agissait juste d'un geste pour accepter une consigne du banc, mais les journalistes anglais n'en ont que faire, ils veulent sa peau. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'entre les joueurs, la paix est très vite retrouvée. Rooney et ses coéquipiers n'en veulent pas à Cristiano, mais les médias s'en foutent. Ça va générer le premier été plein de rumeurs autour de CR7. On l'envoie partout en Europe et lui se voit clairement partir. Meurtri par le traitement médiatique, il veut partir. Et le club le plus insistant, c'est le Real. Une saga qui va durer 3 ans. Oui, je sais, ça vous en rappelle une autre. Et là encore, c'est Sir Alex qui aura les mots justes en comparant cet événement avec celui de Beckham en 98, lorsqu'il précipita la défaite des siens contre l'Argentine. Rappelons que la meilleure saison de Beckham, c'est justement la saison qui fit ce drame national. Alors, Ronaldo revient à Manchester. Ah oui, la fin de la Coupe du Monde, bah la voici. Merci Zizou. Le déferlement médiatique autour de Cristiano va le faire changer. Beaucoup changer. Il est parti en Allemagne en tant que favori des médias et jeune prince à couver. Il revient en tant que paria. Alors il se construit une sorte de carapace et revient beaucoup plus fort. En fait, les événements de la Coupe du Monde ont renforcé le sentiment de moi contre tous chez Ronaldo. Et il le dira quelques années plus tard, il se nourrit des haters. L'image marquante, c'est que tous les matchs à l'extérieur lors des premiers mois de la saison sont accompagnés de huées pour Ronaldo. C'est vraiment lui contre le monde. Et du coup, il va dominer, progresser, marquer, gagner. C'est vraiment la saison qui amène Ronaldo vers celui que l'on connaît aujourd'hui. Maintenant, il est quasiment le meilleur joueur du monde. Il décide des matchs par lui-même, peut marquer de n'importe où, dribbler n'importe qui. Il va plus vite, il est beaucoup plus fort. Bref, il est devenu inarrêtable. Statistiquement aussi, c'est le grand écart. Il atteint les 17 buts en championnat, finissant 3ème du classement des buteurs et 4ème meilleur passeur avec 9 passes D. Il réalisera un exploit très rare en étant élu meilleur joueur et meilleur jeune du championnat. Et collectivement aussi, la saison est bien meilleure. Ronaldo remporte enfin la Premier League après un duel très disputé avec Chelsea et s'arrête en demi-finale contre le Milan après un match retour désastreux à l'extérieur. Bon, la vidéo c'est quand même celle d'une quête. Celle qui doit amener Ronaldo vers un certain trophée en or. Donc on va en parler maintenant, puisqu'il va y faire sa première apparition sur un podium. Il finit logiquement 2ème derrière Kaka, auteur d'une saison exceptionnelle avec la victoire en LDC, et devant un certain Lionel Messi dont on parlera de l'ascension prochainement sur la chaîne. Mais voilà, Ronaldo lui veut pas s'arrêter à un podium. Et ça tombe bien, la saison 2007-2008 débute. Ça doit être celle de l'avènement de CR7. Il est maintenant le visage de la Premier League et pratiquement du football mondial. Mais il lui manque encore quelques trophées pour s'asseoir à la table des plus grands. Déjà, il profite de l'été pour travailler sur sa finition. Et maintenant qu'il est bien prêt, il n'y a plus qu'à. On se retrouve directement en demi-finale de Ligue des Champions pour un clash qui deviendra un classique et fera passer le football dans une autre dimension. Ronaldo vs Messi, acte 1. En fait, ce premier acte, c'est peut-être celui qui est le plus décevant, car les deux ont très peu d'impact sur le match. Au bout de 180 minutes très disputées, c'est United qui s'en sort. United est en finale de Ligue des Champions. Ronaldo est à quelques minutes de son rêve. Mais on est passé un peu vite sur cette saison 2007-2008, alors que c'est quand même celle de la consécration individuelle pour Ronaldo, qui est maintenant un joueur surcomplet. C'est simple, il sait tout faire. Finir dans la surface en une touche, le jeu de tête, les coups francs, pied droit, pied gauche, tout y passe. Le joueur quasi ultime. Si on regarde pas trop ce qui se passe en Catalogne à ce moment-là. Et les stats font peur. Ronaldo va égaler le record de buts dans une PL à 20 clubs et marquer 8 buts sur la campagne de LDC. Pour donner un ordre d'idée, avant ça il n'avait mis que 4 en 36 matchs en Ligue des Champions. Passe clairement dans une nouvelle dimension. Évidemment, Ronaldo s'avance vers cette finale de Ligue des Champions confiant. Il vient de remporter une nouvelle Première Ligue et il bat tous les records de buts. Et puis bon, c'est son destin et il le sait. Alors on traîne pas et on se retrouve donc à Moscou en ce 21 mai 2008. The skies up above me. La météo n'est pas clémente, mais l'histoire ne l'est jamais réellement. Alors CR7 prend les choses en main très vite. Il s'élance dans le ciel moscovite et reste en l'air, pour ce qui nous paraît être une éternité. C'est sa finale, alors il devait marquer. Mais le travail n'est pas encore terminé, hein Kobe? You're up 2-0. What's the story? Are you not happy or you're only half happy or? Still to be happy about. You're up 2-0. Job's not finished. Job finished? I don't think so. Okay. Et Lampard remet vite les équipes à égalité. Le match est dur, très physique et peu d'action à se mettre sous la dent. La météo n'aide pas et le match s'enlise. Le destin de Ronaldo se jouera au tir au but. Mais vous le connaissez, il tremble pas sous la pression. À moins que ce jour-là... Aïe, c'est pas comme ça que ça devait se finir. Pas comme ça que ça devait s'écrire. Pas comme ça que l'histoire débutée 23 ans plus tôt sur une île au large de l'Afrique devait se terminer. Dans ces moments-là, seule la chance peut intervenir. Ou plutôt le destin dans ce cas précis.
car Ronaldo a rendez-vous avec l'histoire. Et c'est à ce moment-là qu'on aurait bien besoin d'un coup du sort. Le destin est quand même bien sympa parfois. Et pour le couronnement du roi, il peut même être taquin. Mais c'est fait, Ronaldo est sur le toit de l'Europe. Et il le sait, tout le monde le sait, le Ballon d'Or n'attend que lui. Plus que quelques mois, il pourra le tenir, le chérir. Décembre 2008, Ronaldo est officiellement couronné. Le meilleur joueur du monde, le Ballon d'Or. La quête de Cristiano Ronaldo, c'est celle longue de 23 ans. Celle qui connaît des hauts et des bas, mais qui se relève constamment. Ce que l'on apprend du parcours de Ronaldo, c'est que la qualité principale pour mener à bien son projet, c'est l'abnégation. Ne jamais baisser les bras et endurer les embûches. L'histoire de Cristiano, sa route vers le sommet du football mondial, c'est celle d'un destin. D'un train qu'il aurait pu rater à de nombreuses reprises et qu'il a toujours su rattraper.